Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir au troisième épisode du podcast Transformation des métiers du droit et finances. Je me nomme Sophie Le Calvez, je suis consultante en transformation, organisation, conduite du changement et stratégie au service des métiers du droit et finances. Juriste de formation avec un double cursus de droit français et droit anglo-américain, j'ai une expérience de plus de 20 ans en entreprise. Ancienne directrice fiscale internationale et aujourd'hui entrepreneur et fondatrice de AVH-S.pro. AVH-Pro, c'est quoi? C'est un cabinet de consulting, de facilitation, de formation et de coaching qui a pour objectif d'optimiser votre performance, de changer vos habitudes en interne et d'atteindre vos objectifs. J'interviewe des praticiens du droit et de la finance de tout horizon qui témoignent de leur expérience, leur parcours, leur vision. Ils vous livrent sans filtre comment ils sont parvenus à dépasser des difficultés dans leur équipe et organisation et relever des challenges. Des histoires personnelles partagées dans un climat de bienveillance et de confiance. Aujourd'hui, j'accueille Sébastien Gallois, qui m'a fait le grand plaisir d'accepter mon invitation. Bonjour Sébastien, comment vas-tu? Bonjour Sophie, ça va et toi? Oui, merci. Je suis ravie de t'accueillir et je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Sébastien, peux-tu te présenter à nous et nous partager ton parcours en quelques minutes? Très bien, oui. Donc je m'appelle Sébastien Gallois, je suis français, j'ai un cursus très international puisque j'ai passé la moitié de ma vie en Allemagne et aussi quelques mois aux États-Unis au début de ma carrière. J'ai travaillé au début chez PwC, Allemagne toujours, et après cela, j'ai commencé à travailler pour une société qui s'appelle Gem+, qui après a fusionné avec Gemalto en 2006. Euh, et lors de ce passage chez Gemalto, donc j'y suis resté quand même 20 ans, j'ai commencé à Filderstadt, à côté de Stuttgart. Je suis allé ensuite à Paris, euh, au siège qui était à Meudon, et j'ai fini à Paris lors d'une acquisition qui s'appelle qui était à Levallois-Perret, où je suis resté pendant un an et demi pour intégrer cette nouvelle société. Sur ce, j'ai encore eu une autre opportunité de partir pour Gemalto qui venait d'acquérir une société à Munich, une société qui s'appelle Synterion, et dont je me suis occupé de l'intégration également. Suite au rachat de Gemalto par Thales, donc j'ai décidé de changer de société, de prendre une nouvelle opportunité, et maintenant je suis depuis un peu plus de 4 ans et demi Senior Vice President pour le groupe controlling et également le risk management de cette société, donc Nemetschek, basée à Munich. Une société purement software, 100% software, avec environ 4000 employés et 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Oui. Et tu me disais juste avant, avant l'interview, que cette société elle a été complètement transformée et qu'en 4 ans, elle était passée de 500 millions à 1,2 milliard, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Et donc, il y a 4 ans, quand je suis arrivé, la société faisait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une société quand même qui a 60 ans, mais qui a vraiment décollé ces 5 dernières années. Peut-être aussi suite au Covid, où beaucoup plus de digitalisation était attendue dans nos clients, qui sont essentiellement des architectes, des sociétés de civils aussi, d'ingénierie civile. Et donc, on a, oui, plus que doublé le chiffre d'affaires en 4 ans. Et on est passé de 2500 à 4000 employés également. Waouh, très belle transformation. Voilà, Bon, ok. en Euh, quelques minutes. Merci beaucoup. Euh, Dans toute ta carrière professionnelle, euh, on va rentrer dans le vif du sujet. Quelles ont été tes plus grandes difficultés ou challenges d'un point de vue managérial et ou organisationnel? Alors, il faut savoir que chez Gemalto, on a fait énormément d'acquisitions et qu'à chaque acquisition, on avait une philosophie de prendre le contrôle des fonctions support.
Donc, on a toujours envoyé notre directeur financier ou directrice financière, ainsi que la fonction RH. Et par moment, ça dépendait de la taille de la société, mais on a envoyé également la fonction légale sur place. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir être envoyé, comme on dit, donc une fois à Levallois-Perret, dans une société purement software également. Donc j'y suis resté pour un peu plus d'un an. Et deuxième fois dans cette société à Munich, où là j'y suis resté un petit peu plus longtemps à faire l'intégration parce que c'était un petit peu plus gros. Donc les plus grosses difficultés, c'est essentiellement soi-même de se remettre en question, parce que même si quand on est dans une société où on est bien connu et que tout le monde nous apprécie et tout le monde a la confiance, quand on arrive dans une acquisition, on est plus côté actionnaire et c'est là qu'il faut vraiment gagner la confiance des nouveaux collègues. Et donc la culture d'entreprise qu'on achète est pour moi la plus grosse difficulté à changer parce qu'il va falloir que la culture d'entreprise s'adapte, que nous nous adaptions et que eux s'adaptent également à nous. Voilà. Et donc c'est essentiellement sur ce côté culture d'entreprise que les difficultés peuvent être assez énormes. Voilà. Si tu devais aller un peu plus dans le détail, quelles difficultés tu as rencontrées par rapport au changement de la culture? Oh bah, on a des gens qui bloquent complètement, qui refusent. Certains pensent que le rachat d'une société, c'est essentiellement un changement d'actionnaire, alors que non, c'est vraiment un changement dans le mode des opérations. Ça peut être, on va changer toutes les banques, on va changer les outils de pilotage, type outils de reporting, outils de consolidation, outils budgétaires. Et là, on a des personnes qui bloquent complètement ou qui refusent tout changement. Donc, il faut qu'on les accompagne jusqu'à un certain point. Il y a certaines personnes qui vont vouloir. Il y en a d'autres qui disent qu'ils vont vouloir, qu'elles vont vouloir, mais finalement, au bout de 6 mois, elles démissionnent. Et puis, il y en a certaines qui veulent absolument pas démissionner, mais qui ne veulent pas et qui sont des freins à l'intégration. Et c'est avec ces personnes-là qu'on a le plus de difficultés, forcément. Hmm, j'entends. Et comment tu as fait pour embarquer les personnes, toi, en tant que manager et leader? Bah, déjà, il faut se mettre à leur place. Je pense que bon, même si j'ai participé à beaucoup d'acquisitions, j'ai aussi participé au fait d'être acheté par Gemalto qui a été racheté par Thales. Et là, on est dans le sens inverse, où on doit plus se plier à la culture d'une entreprise, de la société qui nous rachète, et où ça peut très bien se passer, on peut accepter, on ne peut pas accepter. Et je pense qu'il faut beaucoup d'empathie pour les gens en tant que manager. Il y a un côté très pragmatique et il y a un côté aussi arriver à mobiliser toutes les équipes autour d'un projet. Et le projet, justement, c'est le projet qu'on fait quand on achète une société. Et c'est pas un projet à 6 mois, c'est pas un projet à un an, c'est un projet à 3 à 5 ans. Et si on arrive à regrouper toutes les équipes autour de ce projet, et avec encore une fois beaucoup d'empathie, mais toujours être fair quand même, je pense on peut réussir avec les équipes. Mais encore une fois, il y a pas de miracle. Euh, c'est l'équipe qui fait qu'on va réussir ou non. C'est pas une personne, c'est vraiment l'équipe. Il faut arriver à mobiliser ces équipes et à faire que l'équipe travaille bien ensemble. Oui. Et concrètement, tu te déplaçais, enfin, moi, du temps de Gemalto, qu'on s'est connus, j'étais impressionnée par le nombre de voyages que tu faisais pour aussi pour jouer ce rôle de manager de proximité et être très à l'écoute des collaborateurs et des équipes. Oui, alors c'est vrai que j'ai pas beaucoup amélioré mon bilan CO2 dans l'histoire avec les avions. Je continuais aussi maintenant chez Nemetschek
J'en étais à 100, 120 avions par an pour être vraiment auprès des équipes. Et, euh, et oui, aller boire un coup avec les équipes le soir, excuse-moi de l'expression, c'est très important. Euh, Faire en sorte que tout le monde comprenne bien le projet, que tout le monde se sente bien vraiment partie prenante d'une équipe, pour moi, c'est le plus important et ça demande aussi forcément un investissement personnel, mais il est des deux côtés cet investissement. Ouais. Alors, comment tu es devenu le manager et le leader que tu es? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense je pense on est un petit peu avec ce côté social. Il faut aimer les gens. Et si on n'aime pas les gens, je pense qu'on peut difficilement être leader. Pour moi, tout s'est fait vraiment, je dirais, en douceur. Ça s'est fait essentiellement parce que quand j'ai commencé chez J'aime Plus, et que c'est vrai qu'en France, on donne des responsabilités très jeunes aux personnes. Et donc, j'ai eu la chance d'être manager à l'âge déjà de 27 ans. Et de fil en aiguille, il y a eu la fusion J'aime Plus Axalto qui est devenue Gemalto, où on m'a fait venir à Paris pour, au départ, on était régionalisé. Et j'étais devenu le CFO de région Europe. Et de fil en aiguille, ben, je suis toujours resté, je dirais, à ce niveau de management. Après, j'étais groupe FP&A. Après, j'étais directeur, toujours CFO de l'Europe. On a travaillé ensemble. Et voilà. Mais je pense que manager, c'est un bien grand mot. Je pense que c'est vraiment de l'empathie, être le capitaine du navire qui fait qu'on on partage tous le même objectif et que tout le monde se sent concerné et mobilisé par cet objectif. Oui, oui. Et pour les auditeurs, euh, Gemalto, qui est né de la fusion entre Axalto et GM+, avait pour moi une forte culture anglo-saxonne où en fait les personnes évoluaient très rapidement, on restait jamais au même poste pendant plus de 3 ans. Tu Tout à fait. confirmes? Tout à fait, ouais, tout à fait. Et euh, pas plus de 3 ans, aussi avec des déménagements, parce que j'ai fait quand même Stuttgart, après je suis allé à Orléans quand même, j'ai oublié de dire que j'étais passé par Orléans 8 mois, après je suis allé à Paris 4 ans, et après je suis allé à Munich. Donc oui, j'ai fait quatre sites différents pendant ma carrière chez Gemalto, et c'est comme ça que j'avais un réseau que je connaissais tout le monde déjà, parce que ça faisait quand même 20 ans que j'étais dans la société et que j'étais un des premiers employés aussi. Enfin, j'étais au début de J'aime Plus. Et, euh, et voilà, et c'est très, très, très intéressant de garder ce côté famille, même si à la fin, on était quand même 16 000 employés. Euh, mais il y avait quand même un côté famille qui était très appréciable, où tout le monde savait exactement ce qu'on devait faire lors d'une acquisition, d'une intégration, et généralement, ça se passait très bien. Ouais. Selon toi, c'est quoi les ingrédients d'un département performant? Alors, donc moi, je vais peut-être parler plus de la finance, du controlling. Euh, et c'est vrai quand on parle de performance, alors on peut faire appel à plein de cabinets de consulting, type McKinsey, BCG et compagnie, qui vont nous dire, ah bah oui, mais tel KPIs, est-ce que vous avez mis telle mesure de performance sur ça, tel benchmark? Alors bien sûr, pour tout ce qui est quantifiable, euh, comptabilité, euh, peut-être aussi taxes des fois, on peut utiliser des KPIs, combien va faire un comptable ou une comptable receivables, combien est-ce qu'elle va travailler de factures par jour, pareillement pour un comptable payables. Euh, pour moi, le- la vraie, euh, la vraie mesure de la performance, c'est le soutien au business.
quelle est la valeur ajoutée qu'on va pouvoir donner au business en créant une structure taxe globale. Comment est-ce qu'on va pouvoir supporter le business en étant proche des ventes, en étant proche du management opérationnel. Et ça, c'est ce qui me plaît le plus, c'est ce côté fonction support au business qui fait qu'on a une vraie valeur. Or après, on peut dire oui, le benchmark d'une fonction finance controlling, ça doit être entre 1 et 3% du revenu d'une société. Fine. Mais s'il y a une vraie valeur au business, je pense que j'ai aucun problème à ce que ça soit plus dans la fourchette haute que dans la fourchette basse par rapport au benchmark. Ok. Et aujourd'hui, comment tu as transformé les départements, ou en tout cas le département dans lequel tu, tu sers aujourd'hui? Du temps de Gemalto, tu mettais en place beaucoup de réunions pour que tout le monde soit en ligne et sache qui fait quoi. Et Oui. à ce jour, comment tu as fait? Parce que tu travailles dans un groupe qui s'est énormément transformé. On a parlé de la taille du chiffre d'affaires et du nombre d'employés. Chez Gemalto aussi, hein, Gemalto s'est construit par acquisitions successives. Aujourd'hui, dans ton groupe actuel, comment tu as fait? Alors là, actuellement, oui, je suis dans une société quand je suis arrivé où je faisais partie de la holding. Je m'occupais uniquement des gens du HQ. Et on a décidé de transformer nos 16 marques, 16 brands, et les intégrer complètement. Donc on a créé une structure avec des divisions, des business units. On a 4 business units. Et sous ces business units, on a des business lines, donc où on a les 16 brands qui sont splittés dessous. Donc, j'ai dû nommer des responsables financiers pour chaque business unit. On a également un responsable taxe, un responsable comptabilité. Et j'ai un weekly avec chaque personne qui me reporte. Donc, j'ai 8 direct reports. En tout, il y en a 200 en indirect. Et je passe 15 minutes avec chaque direct report toutes les semaines. Et on a une réunion de groupe aussi toutes les semaines pendant une demi-heure. Ok. Voilà. Et je m'arrange. Alors j'ai des personnes bien sûr qui sont en Asie, qui me reportent directement, et également aux US. Je m'arrange pour voir tout le monde au moins une fois par trimestre. Ça, c'est sûr. Ok. Et Voilà, aujourd'hui, tu as donc dans la combien de... continuité, hein. Donc dans la Ok. continuité de toujours être au contact et ne jamais casser ce contact parce que c'est la confiance qui doit être mise en avant. Ok. Et aujourd'hui, tu as combien de direct reports sous toi? J'en ai 8, Ouais. Ok. exactement 8, ouais, dont un département qui s'appelle FTI, qui s'appelle Finance Transformation Initiative, où justement ce département-là est moteur pour faire un global ERP, on a changé d'outil de pilotage. Encore une fois, on est passé d'un outil que personne ne connaissait à OneStream, qui est un outil américain qui a été fondé par des anciens d'Hyperion, et qui va justement nous permettre de globaliser toutes nos marques avec une chart of accounts commune, avec des cost centers communs à toutes les entités, et également réduire notre nombre d'entités globales, entités juridiques, parce qu'on passe d'une méthode où un management reporting était égal au légal à maintenant un management reporting global où chaque entité juridique peut facturer et peut hoster plusieurs product lines, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, beaucoup de transformations, beaucoup de change management. Et qui dit change management dit être au contact des équipes. Hmm. Qu'est-ce que tu aimerais partager comme autre bonne pratique que tu as mise en place?
Bah, les bonnes pratiques, c'est ce que je disais auparavant, pour moi l'équipe il faut mettre toujours l'équipe en avant et c'est l'empathie. Mm. Euh, et l'empathie, mais en ayant une vision claire. Et je pense que cette vision claire, encore une fois, la vision, elle n'est pas à 1 an, elle est à 3 ans. Oui. Et il faut que tout le monde soit mobilisé pour cette vision. Et après, et quand on montre de l'empathie vis-à-vis des gens, je pense que tu le sais très bien, chez Gemalto, on avait des profils bien particuliers qu'on engageait. On a toujours dit que c'était du low profile et hard workers. Et c'est exactement ce que je continue à mettre en place ici, chez Nemetschek. Merci beaucoup. C'est très inspirant. J'ai une question un peu délicate, en tout cas. Qu'est-ce que tu ferais différemment aujourd'hui? Alors aujourd'hui, sincèrement, je pense que ma recette, qui n'est pas ma recette, hein, mais qui est peut-être certainement la recette que j'ai connue chez Gemalto, ce que je disais, low profile hard worker, ne jamais abandonner, avoir une vision claire lors des intégrations. Je pense que je continuerai, je ne regrette rien et je continuerai vraiment à promouvoir cette recette parce qu'elle est basée sur les personnes. Et les personnes, et encore plus là où je suis, parce on est dans le software et donc on n'a pas d'asset. Le seul asset qu'on a, ce sont les people. Et si on ne prend pas soin de nos personnes, on ne sera pas, on n'aura pas de succès. Donc, je pense que oui, les personnes doivent être au milieu, forcément. Et après, il y a tout ce qui est management du produit et vendre nos produits, le marketing. Mais c'est essentiellement sans personne, on n'arrive à rien. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu ferais différemment aujourd'hui? Je ne ferai rien différemment parce que Ok. je pense que la recette est bonne, hein. Ok. Ok. Quel serait le message ou les tips que tu souhaiterais partager pour inspirer d'autres métiers du droit et finance? Hum, je pense que le message, c'est qu'il faut toujours être respectueux vis-à-vis de chacun. Il faut toujours être fair. Ma maxime, c'est qu'on se retrouve toujours une deuxième fois dans la vie et que sans le respect, on ne peut pas avancer. Et le respect, donc, après le respect, suit l'empathie et toujours traiter ses équipes d'une façon faire, même quand on a des choses difficiles à dire. Si on est faire, je pense que même si la compréhension n'est peut-être pas là sur le moment, la compréhension viendra avec le temps. Ok. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette interview. Donc, je tenais à te remercier, Sébastien, euh, pour ton temps, pour l'honneur de ta présence, ta confiance et ton, ton partage inspirant. Alors, si vous avez aimé cet épisode ou ce podcast, n'hésitez pas à partager. C'est gratuit. Alors, aidez-moi à faire rayonner la transformation des métiers du droit et finance, où que vous soyez. Merci beaucoup, Sébastien, et à très bientôt. Merci à toi, Sophie. Au revoir.